que je vous laisserai poser des questions à Philippe Baron. Je vous propose juste un petit échange d'abord et puis on en parle après. Déjà, merci pour votre film qu'on a beaucoup apprécié, je crois, dans la salle et puis nous aussi avant de vous le proposer. Moi, j'avais envie de vous poser pas mal de questions. Juste peut-être avant de parler de Hockey Joe. C'était pas le premier film que vous aviez fait sur la Seconde Guerre mondiale. Oui. Vous en aviez fait un aussi qui s'appelait L'Or Rouge. Oui. Et c'est intéressant de savoir peut-être juste un mot sur le fait que vous vous étiez intéressé à cette période avant de découvrir Hockey Joe. Oui, tout à fait. Et un peu avec des similitudes, enfin avec des thématiques qui se croisent un peu. Donc le film sur l'Or Rouge raconte l'histoire de la transfusion sanguine en fait. Et par contre, l'arrivée des soldats américains voilà. Avec quelque chose de très précieux dans leur soute. Qu'ils arrivent avec dans leur soute quelque chose de très précieux qui est du sang en fait pour les transfusions des futurs blessés parce que ils ont déjà anticipé, prévu, mais voilà, il se trouve qu'ils arrivent aussi, c'est avec du sang, il y a du sang pour les noirs et il y a du sang pour les blancs. Voilà, parce qu'on est encore voilà, à une époque où les blancs, notamment, refusent de se faire transfuser du sang de noirs. Donc voilà, j'étais parti de ce fait, puis j'avais remonté un peu à l'histoire de la transfusion sanguine, mais avec, en mélangeant une histoire scientifique et idéologique et fantasmagorique et tout ça, parce qu'on savait déjà, les scientifiques savaient très bien que le sang c'était une histoire de groupe, pas du tout de race, c'était une histoire de compatibilité de groupe sanguin, mais dans les mentalités, c'était pas encore du tout acquis, et il a fallu attendre les années 60 pour que aux États-Unis les transfusions sautent ce préjugé raciste. Et justement, pour revenir à Hockey Joe, le film sur l'or rouge, vous l'avez fait en quelle année? Ça fait un petit moment. Oui, ça fait un petit moment, oui, ça doit bien faire 7-8 ans. Ouais, parce que là, le Hockey Joe, c'est 2023. Ouais. Comment vous avez entendu parler d'abord du livre de Louis Guillot? Est-ce que vous le connaissiez auparavant? C'est un livre que j'ai découvert, j'ai dû le découvrir il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça. C'est un ami qui me l'a passé, justement, peut-être parce qu'il connaissait un peu mes... Enfin, il savait que j'étais breton, voilà, puis il m'a dit... Votre goût pour l'histoire aussi, parce que... Voilà, il connaissait mon goût pour l'histoire, et puis voilà, et puis Louis Guillot, bon, moi je connaissais quelques romans de Louis Guillot, mais pas celui-là. Et voilà, il m'a dit, tu devrais lire ça, c'est quand même une histoire qui n'est pas connue, voilà. Et puis j'ai dévoré Hockey Joe, c'est un tout petit livre, hein, Hockey Joe, qui doit faire 140 pages, quelque chose comme ça, c'est un petit texte, un court texte. Mais les bras m'en sont un peu tombés, quoi, parce que bon, moi je m'intéresse à l'histoire. J'ai fait quelques études d'histoire, enfin je n'ai pas été très loin, mais j'avais quand même l'impression de connaître un peu, j'avais fait d'autres films sur le sujet, donc j'avais l'impression de connaître un peu l'histoire de la libération, mais je ne connaissais pas cette dimension, voilà, à la fois les exactions commises par les soldats américains, l'ampleur de ces exactions, notamment des viols, et puis de cette pratique très partielle, de la justice militaire américaine qui condamnait essentiellement les soldats noirs, alors que les viols ont été commis par l'ensemble des soldats. Et je veux dire, dans les proportions, moi, après avoir bien travaillé sur le sujet, après avoir un peu tout lu ce qui pouvait exister, après avoir consulté un certain nombre d'archives, voilà, c'est évident que noir et blanc ont violé, et puis dans les proportions qu'ils représentaient dans l'armée. Mais les blancs sont passés à travers les mailles du filet pour plusieurs raisons, et les noirs ont été poursuivis d'une manière beaucoup plus systématique et condamnés à des peines beaucoup plus sévères. Mais comment vous avez réussi à faire le lien et à retrouver les témoins entre effectivement ce que décrit de manière plutôt peu développée parfois dans le livre Louis Guillot et à la fois justement les témoins, les familles que nous rencontrons dans votre film? Ça c'était le cœur du travail, c'était un long travail, parce que Guillot, comme dans tous ses livres, hein, c'est un romancier d'abord, même s'il s'inspire toujours d'une manière très minutieuse de la réalité, mais il cite jamais ni les noms de lieux, ni les noms des personnes.
Donc là, il y avait un travail d'enquête à faire pour retrouver les endroits où ça s'était passé. Donc là, ça a été... alors à la fois, il y a eu quelques travaux qui avaient déjà été faits, notamment par Alice Kaplan, une prof de littérature américaine qui avait déjà travaillé sur une affaire. Il y avait une sociologue à la retraite à Morlaix qui avait travaillé sur une autre affaire. Voilà, j'ai été reprendre un peu les histoires là où elle les avait laissées. Mais donc après, ça veut dire retrouver les descendants. Et ça, c'est un travail, c'est vraiment un travail d'enquête où on appelle des mairies, on essaie de retrouver un historien local. Et puis, contrairement aux archives judiciaires françaises qui sont conservées aujourd'hui aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine pour l'ensemble des chambres civiques et des cours de justice des 4 départements bretons, là, c'est la justice américaine, militaire, donc il n'y a pas d'archives. Alors, on y a accès, via c'est assez ouvert aujourd'hui, donc même sans se déplacer là-bas, on a accès à un certain nombre de documents américains. Mais là, pour moi, il s'agissait de retrouver... on y a accès, mais il faut quand même avoir une porte d'entrée. C'est-à-dire, il faut savoir dans quel village ça s'est passé. Et après, une fois qu'on a le village, on peut retrouver ce qui s'est passé. Donc, voilà, ça a été un travail comme ça, assez long, assez minutieux. Puis une fois que j'avais le village, l'endroit où ça s'était passé, il fallait que je retrouve les descendants. Donc j'ai retrouvé, donc là c'est pareil, c'est un peu du bouche à oreille, parfois c'est du porte-à-porte même, enfin voilà, je vais voir le maire, il me dit je connais une vieille personne qui peut-être se souvient, et puis après une deuxième, une troisième, et puis enfin, voilà, on fait appel aux mémoires locales, des fois aux historiens locaux qui ont travaillé, et puis de fil en aiguille, on retrouve comme ça la trace d'une famille. Alors des fois j'ai retrouvé des familles qui ne sont pas du tout dans le film. Je les ai rencontrés mais elles ne voulaient pas en parler. C'est arrivé plusieurs fois. Je n'ai pas insisté non plus. Et puis des fois il y a eu des familles aussi où, j'ai envie de dire, par exemple la famille Tournellec qu'on voit à plusieurs reprises dans le film. Là, l'effet a été un peu inverse, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, je pense qu'ils étaient très contents en fait, de pouvoir raconter cette histoire. Le jour où j'avais appelé pour, je leur ai dit je passerai bien vous voir, tout ça. Et puis Michel, une des sœurs, m'avait dit ah oui, mais j'aimerais bien que mes frères et sœurs soient là. Je leur ai dit ok, pour que vos frères et sœurs soient là, il n'y a pas de problème, au contraire. Et puis quand je suis arrivé, il y avait les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. Il y avait 12, 14 personnes autour de la table. Et ça avait vraiment été un moment assez extraordinaire de libération de la parole. Voilà, dans une famille où ce drame était resté enfoui, était resté tabou. Chacun connaissant un morceau de l'histoire, mais je crois qu'ils n'en avaient jamais parlé un peu tous ensemble. Et le fait que je pense voilà, qu'il y ait quelqu'un qui arrive de l'extérieur, une sorte de médiateur comme ça, fait que voilà, la parole s'est vraiment libérée. Et je sais qu'à la fin de la journée, quand j'en avais reparlé avec Michel, je lui ai dit alors, t'es content de la journée? Il m'a dit ah oui, on a posé notre sac. Voilà. Et voilà. Donc c'est des effets de mémoire comme ça. Des fois la mémoire reste enfouie, bloquée, encore aujourd'hui. Et puis il y a des moments où il faut que ça se libère, parce que c'est clair qu'il y a des fois c'est des générations qui arrivent derrière qui veulent dire qu'est-ce qui s'est passé, quoi, qu'est-ce qu'il y a eu. Là où les premières générations souvent sont restées muettes sur ces histoires. Tout à fait. Avant de continuer, est-ce que quelqu'un veut poser une question? Vous laissez un peu la parole, ceux qui veulent. Voilà, Vous pensez que ça correspond à quel nombre? Est-ce qu'on a les informations? Oui, enfin en tout cas je me suis posé la question. J'ai fait des recherches pour le film, et puis après le film il y a eu donc j'ai rencontré Yvon Le Chevestrier, l'éditeur, qui m'a dit on pourrait en faire un livre. Donc j'ai poursuivi un petit peu mes recherches aussi, et justement un peu dans ce sens-là,
parce que évidemment Guillaume ne donne aucune indication de ce genre, hein, même comme je le dis dans le film, même sur les pendaisons, lui il ne va pas chercher à savoir comment ça se passait. Lui dans son livre il met l'hypothèse que ça se passait probablement en catimini au petit jour, alors que ça s'est passé publiquement, voilà, fréquemment. Alors pour arriver à estimer les historiennes sur le nombre de viols disent c'est des milliers. Voilà. Il y en a qui disent 3000, 5000, entre 5000 et 10 000. Bon. Ça ne peut être que des fourchettes, évidemment, mais c'est quand même des ordres de grandeur. Noir et blanc. Noir et blanc, voilà. C'est voilà, c'est un peu par déduction que les historiens disent ça, parce que, bon, en sachant qu'on était à une époque où les femmes portaient peu plainte, donc voilà, par des ratios entre le nombre de plaintes et avec un coefficient un peu multiplicateur, on arrive à estimer à des milliers, comme ça, peut-être entre 5 000 et 10 000 viols. Les affaires jugées, donc engagées en cour martiale, c'est quelques centaines. Il y a un livre fait par des historiens amateurs belges qui ont vraiment recensé tout ce qu'ils avaient trouvé aux archives américaines, et ils ont recensé 250 affaires. Voilà. Donc avec une majorité de condamnations de soldats noirs, et les condamnations à mort des soldats noirs, c'est, moi j'en ai recensé entre 80 et 90, dont la majorité était faite publiquement, et en général sur les lieux mêmes où avaient eu lieu les exactions. Donc il y avait vraiment quand même un effort de l'armée américaine parce que on était quand même en 44-45, c'était le chaos. Il faut se remettre dans l'ambiance quand même. Ouais. C'était un chaos terrible, mais l'armée américaine a quand même pris soin des fois de ramener des condamnés à mort qui étaient enfermés au Mans, à la prison du Mans, et de les ramener à Plumaudan ou à Guiclan, près de Morlaix, pour qu'ils soient exécutés sur place, en invitant les familles, les notables, les gendarmes, la population, etc. Donc c'était quand même un acte un peu de communication, quoi, de dire, vous voyez, on fait quelque chose, vous voyez, et on rend justice, et en même temps, un discours sous-jacent qui était, c'est pas le problème de l'armée, c'est le problème des Noirs. Voilà. Donc, voilà. Mais pour vous répondre, voilà, l'ordre d'idée, c'est ça, pour ce qui est du Grand Ouest. Oui, justement. Oui. C'est le dernier mot qui m'intéressait. Oui. Vous n'avez parlé que de la Bretagne. Oui, enfin, oui, là, moi je me suis intéressé aux affaires qu'a pu suivre Louis Guillou, donc voilà. Dans le livre, j'ai élargi un petit peu au Grand Ouest. Mais voilà, c'est essentiellement Bretagne, Normandie, Manche, Pays de Loire, voilà. Ça suit vraiment le travail. C'est pas très étonnant, parce que ça c'est suit, aussi ça au suit contexte de la libération, ça suit complètement des voilà. Alliés qui Qui descendent rapidement vers l'ouest de la Bretagne. Voilà, qui restent bloqués en Normandie, et puis début août, ils déboulent en Bretagne. Et les dates correspondent, les dates des viols et les dates des exactions correspondent vraiment à leur passage. Quoi. Voilà. Justement, c'est aussi le film il montre plein de choses, mais aussi il contribue aussi à d'une certaine façon déshéroïser les libérateurs. On le voit bien à la fin avec le témoignage de l'un des fils de la famille pour Élec. Oui, Tournélec, oui. Oui, déshéroïser, oui, un peu, oui, c'est sûr. Enfin, bon, moi, j'appartiens à une génération, j'ai grandi avec le héros absolu du libérateur américain, le gentil héros contre les méchants nazis, etc. Bon, ça n'enlève rien au courage qu'il a fallu et à l'acte héroïque incroyable qu'a pu
constitué le débarquement, la libération et les dizaines de milliers de jeunes Américains qui sont morts pour ça. Mais ça nuance, voilà. L'idée, et c'est ça qui est... Et là, j'ai essayé de rester proche de l'état d'esprit de Guillou, parce que dans le livre, Guillou, il raconte qu'il sympathise avec les Américains, que l'état d'esprit très démocratique des Américains, voilà, il est plutôt sympathique et tout ça. Mais il y a quand même un mais, voilà. Et j'ai envie de dire, ah oui, c'est pas des super-héros, c'est des hommes, voilà, et il y a des zones grises aussi, et sur les centaines de milliers d'Américains, il y avait quelques milliers de violeurs qui profitaient du fait qu'ils avaient une arme et pour forcer les femmes, etc. Voilà. Oui, oui, parce que ça déshéroïse un peu, mais je pense qu'il faut 80 ans après, on peut aussi amener des nuances à un discours qui serait purement politique et qui serait purement, voilà, dire, ah oui, il y a les gentils, les méchants. Non, la vie n'est pas comme ça. Hein. Et l'histoire n'est jamais comme ça. Et la guerre, c'est jamais comme ça. Donc, voilà. Amenons un petit peu de gris dans des nuances. Et justement, sur la présence des Noirs dans l'armée américaine, si vous venez à notre ciné-conférence au mois de décembre, on a plongé dans les images de la Cinémathèque de Bretagne, qui d'ailleurs figurent en partie dans votre film, qui sont vraiment exceptionnelles. Et c'est vrai qu'on voit très peu, enfin, vous le verrez, on verra très peu de soldats noirs. Justement, j'ai compris la raison pour laquelle on ne les voyait pas grâce à votre film. Cette ségrégation qui se... Absolument, donc les Noirs sont vraiment ségrégés, enfin je veux dire, il y a vraiment deux armées séparées. Les associations d'Afro-Américains dans les années 40 ont vraiment milité pour participer à la guerre, pour déségréguer au sein de l'armée, donc pour participer aux unités combattantes, etc. Mais il y avait le lobby sudiste au sein de l'armée américaine, blanc raciste, qui militait fortement pour que non, on ne file pas des armes à ces gars-là. Donc c'était deux groupes de pression différents. Et Roosevelt, à un moment, a été obligé d'arbitrer. A priori, sa femme, qui était plus à gauche que lui, était plutôt pour la déségrégation, enfin poussait plutôt dans ce sens-là, mais lui, à un moment, arbitrait en disant bon, il faut quand même qu'on... Parce que les Blancs disaient si on se mélange avec les Noirs, on n'ira pas, quoi. Enfin, voilà, donc voilà, c'était des débats au sein de la société américaine qui étaient importants. Mais donc, quand les Américains débarquent, c'est vraiment ségrégé, c'est vraiment les Noirs sont réduits, à part quelques exceptions. Il y a quelques bataillons, mais c'est vraiment exceptionnel, où ils sont dans les unités combattantes, mais autrement, ils sont dans une unité d'intendance, donc ils s'occupent du linge, ils s'occupent de conduire et réparer les camions, ils s'occupent, voilà. Donc c'est vraiment très séparé. Bon, cette ségrégation va disparaître 10 ans plus tard, hein, au moment de la guerre de Corée. Voilà, ce sera la fin de la ségrégation au sein de l'armée. Mais c'est encore très fort dans l'armée qui nous libère, et avec ce paradoxe qui nous libère d'une domination raciste, enfin, comme le dit très bien l'ancien GI, on nous libère de la domination nazie, donc raciste, mais il y a quand même un racisme qui existe encore au sein de la société américaine, très fort, une ségrégation. Se défendre. Il y a plusieurs questions, pardon. On ne cherche pas à se défendre quand ils sont accusés. Oui. Alors, c'est vrai que ça, bon, j'ai pas eu de réponse absolue, mais il y avait une sorte de fatalisme. Ils se savaient condamnés, quoi. Ils étaient toujours les seuls noirs au sein des cours de justice. Et donc, ils n'y croyaient pas du tout, quoi. Et il n'y avait pas du tout, autant aux États-Unis, quand il y a eu des procès, on est encore dans un État, enfin, les États-Unis c'est encore un pays où
si un noir couche avec une blanche, il peut être pendu dans les États du Sud. Donc, mais aux États-Unis, il y a quand même des associations, bon, le nom m'échappe, de la grande association afro-américaine, mais qui peuvent quand même les défendre. Mais quand ils se retrouvent à 6000 km de chez eux, au sein de l'armée, là ils n'ont pas vraiment de défenseurs, quoi. Voilà. Même si dans les procès en cour martiale, il y a un avocat qui est commis d'office, mais bon, en général, qui est un jeune gars qui a fait un peu d'études de droit, mais le droit des affaires, dans le cas que j'ai détaillé. Mais bon, c'est une justice expéditive quand même, c'est une justice rapide. L'enquête est très rapide, le procès dure une demi-journée. Bon, c'est moins pire que ce qui se passe à la même époque, c'est-à-dire des tas d'exactions sans aucun procès, des tas de règlements de compte sans aucun procès au sein de la société française, mais c'est quand même pas génial comme justice. Donc les accusés n'y croient pas, quoi. Et donc en général, ils gardent le silence. Dans toutes les affaires que dont j'ai pu lire des comptes rendus, c'était le cas. À la lecture du livre, il m'a semblé que Guillou était... les Américains étaient ravis de pouvoir profiter de ses traductions, mais qu'à partir du moment où il a fait la remarque que c'était toujours des Noirs, il ne voulait plus de lui. Alors c'est pas dit exactement comme ça, mais comme souvent avec... Oui, ça se ressent. Voilà. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent à la lecture du livre. Vous avez raison. Et donc, il ne va pas rester très longtemps au sein de l'armée américaine, où il se sent mal. Il se sent mal dans sa position, justement, de maillon. Enfin, parce qu'il a l'uniforme américain, donc il a une solde pendant 2 mois. Donc, il se sent une responsabilité. Et puis, comme c'est quelqu'un qui a une idée très haute de ce que c'est que la justice, etc., de la difficulté de juger les hommes. Mais vous avez raison, je pense que c'est entre les lignes, on peut penser ça. Donc, il ne l'a jamais dit absolument clairement, mais ça c'est Guillou aussi. Guillou, il faut un peu le lire comme ça, entre les lignes. Il a écrit il y a 40 ans aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est étonnant le nombre de petits-enfants qui écrivent sur ce qui s'est passé. Je pense à Grégoire Kaufmann, par exemple, avec Hôtel de Bretagne. Il y a beaucoup de livres. Il y a aussi Gaël Josse, je crois, qui a écrit un livre sur justement les femmes qui ont été tondues et tout ce qui s'est passé. Et c'est aussi dans les côtes d'Armor. Il faut du temps, il faut du temps. C'est vrai que moi, ça faisait partie des choses que j'avais envie de raconter aussi, de noter. C'est pour ça que je tenais beaucoup au fait de me servir du livre de Guillou comme fil conducteur, parce que je trouve que c'est justement dans ces effets de mémoire, c'est intéressant, quoi. Les faits se produisent en 1944, il met 30 ans à l'écrire. Donc voilà, c'est des choses qui mûrissent. Voilà. Et pourquoi il met 30 ans? Parce que dans les années 1950, c'est absolument impossible de dire du mal des libérateurs. C'est impossible. Je pense que lui, il commence à écrire dans les années 60, à une époque où il y a la guerre du Vietnam, il y a le mouvement des droits civiques aux États-Unis, et puis Guillou qui parle anglais, il suit l'actualité là-bas, il lit des journaux en anglais, etc. Il a traduit des écrivains afro-américains. Donc on peut imaginer que dans les années 60, il reprend il se met à écrire, et puis donc il le sort en 1976. Et moi j'ai cherché dans la presse de l'époque, je me suis dit tiens, c'est quand même sorti, Guillou était quand même quelqu'un qui était encore assez connu, et il n'y a rien, quoi. Enfin, il y a des petits comptes rendus minuscules de 10 lignes, mais il n'y a aucun journaliste qui va reprendre les faits que Guillou révèle, quoi. C'est pas encore le moment, quoi. C'est pas le moment, quoi. Les exactions, la ségrégation, c'est pas encore le moment, quoi. Et donc il va falloir encore attendre 30 ans pour que des historiens, historiennes américains, c'est les historiens et les historiennes américains qui ont commencé à aller chercher et
raconter justement ces exactions. Et ça n'a pas été facile. Hein. Moi, Mary-Louise Roberts, qu'on voit dans le film, là, donc, qui était une des premières à écrire là-dessus, elle s'est fait pourrir. Sur les réseaux sociaux, etc., quand son livre est sorti, parce que, voilà, comme on dit, elle déshéroïse aussi. Voilà, en tout cas, elle fait son travail d'historienne. Pour moi, je dirais plutôt, voilà, les historiens ne sont pas là pour raconter une histoire manichéenne. Mais c'est pas facile. Hein. Et le fait de prolonger un film par un livre, ça c'est un petit peu original aussi. Enfin, j'imagine que vous ne l'aviez pas fait auparavant. Non. Et qu'est-ce qu'il y a alors? Je sais par le répétiteur que c'était parti d'une petite blague et finalement vous avez mené ça à bien, mais c'est aussi parce que vous aviez une matière immense que vous aviez envie de transmettre de manière plus large, plus détaillée. Oui, tout à fait. Et puis dans un livre, on ne met pas exactement la même chose que ce qu'on met dans un film. Quoi. Dans un film, bon, il faut garder un rythme, il faut tisser un récit. Et puis il y a des documents écrits, des rapports de gendarmerie, des rapports de la justice américaine ou des articles de la presse de l'époque. Dans un film, on ne va pas rester 2 minutes dessus. Tandis que dans un livre, on peut, si on veut, vraiment se pencher, les lire dans le détail et les relire. Donc c'était un travail très complémentaire en fait. C'est-à-dire que moi j'étais très content de le faire parce que c'est vrai que quand j'étais sorti avec le film, peut-être avec un peu de frustration, justement, j'avais encore cette matière là. Et là, ça m'a permis aussi de mettre d'autres éléments. Et puis ça se consomme d'une manière différente. Quoi. Un livre, on peut l'ouvrir par le milieu, par la fin, on peut prendre un chapitre, tandis qu'un film, c'est plus linéaire. Donc voilà. Non, moi, c'est un exercice qui m'a bien plu. Puis il y a des éclairages différents. Il y a par exemple, Jean-Michel Boulanger et Christian Boujard, qui est historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Qui propose des textes. Qui propose des textes, qui a même des choses, des éclairages, des angles un petit peu différents. Il y a l'interview que j'avais fait avec l'historienne américaine, j'ai mis plus long dans le livre, parce que c'est pareil, quand on fait un film, bon, on s'entretient pendant 1h30 et puis on va garder 10 minutes de l'entretien, donc là je l'ai mis plus en longueur. Voilà, un livre, ça permet ça. On pourra voir ça tout à l'heure pour ceux qui le souhaiteront, parce qu'il y aura une séance de dédicace. Si vous allez. Est-ce qu'il y a une autre question? Je n'emmêle pas les pieds dans le fil. Je vous en prie. J'imagine que beaucoup d'enfants sont nés de tous ces viols. Est-ce que vous avez eu connaissance de ça? Non. J'ai pas eu connaissance de ça. Je pense que s'il y avait eu des travaux sur cette question-là, j'en aurais eu connaissance, parce que j'ai quand même bien cherché dans cette matière. Moi, j'ai pas fait vraiment là pour le coup une recherche qui pourrait être assez compliquée à faire, parce qu'a priori les enfants issus de viols ont souvent été confiés à des institutions, des assistances publiques ou à des institutions religieuses. Donc s'il y avait un vrai travail à faire, ce serait dans cette direction-là. Mais à ma connaissance, il n'a jamais été fait. Donc voilà, là-dessus, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être une petite toute dernière question? Oui. Il y a ici et là. Bon, alors, allez, chacun son tour. À votre connaissance, y a-t-il eu des traces dans la presse française, nationale ou régionale, des jugements et des sanctions qui sont évoqués dans le film? Oui, ça j'en ai retrouvé. Peu, mais j'en ai retrouvé. Et j'ai retrouvé des appels à sanctionner, en tout cas. Voilà. Parfois un peu à connotation raciste, d'ailleurs. Reprenant un peu les préjugés, les stéréotypes, en disant oui, les soldats noirs violent nos femmes et nos filles, que font les Américains? Voilà, donc je pense que voilà, il y avait un certain nombre
préjugés aussi qui circulaient. Donc ça, j'ai retrouvé des articles, notamment dans la presse cherbourgeoise. Alors, par rapport à la presse bretonne, j'ai cherché, mais on est vraiment dans un creux. Voilà, le Ouest France n'est pas encore... Ouest Éclair est fermé, enfin, a arrêté, et puis Ouest France n'a pas démarré, donc ça n'existe pas encore. Et je crois que j'avais cherché du côté du Télégramme, mais je n'avais rien trouvé non plus. Mais dans la presse normande, on retrouve des petites traces comme ça, des petites allusions en tout cas. Alors pas forcément j'ai rien trouvé dans la presse rendant compte des exécutions. La liberté du Morbihan. Ben, j'ai pas retrouvé d'exécution dans le Morbihan. Toutes celles que j'ai retrouvées, c'était soit dans les Côtes d'Armor, soit en Ille-et-Vilaine, soit dans le Finistère. Donc là, je ne sais pas. Mais je tiens à dire que ce travail-là reste encore à faire, quoi. Voilà, parce que, bon, moi, pour les historiens, moi, je sais que bon, j'ai fait des sortes de sondage dans les archives. C'était plus ça ce que j'ai fait quand on me voit dans le film aller aux archives départementales de Rennes. Bon, voilà, j'ai été chercher dans les archives de la gendarmerie de Rennes et j'ai retrouvé un certain nombre d'histoires de meurtres, de viols commis par des blancs dont on n'a absolument aucune trace dans les archives de l'armée américaine, pour lesquelles il n'y a pas eu du tout de procès. Mais notamment quand il y avait des meurtres, la gendarmerie française pouvait être appelée quand même, et donc il faisait un petit rapport. Donc là j'ai retrouvé des choses comme ça, mais j'ai pas épluché toutes les archives de la gendarmerie de toute la Bretagne. Voilà. Non, mais ce travail reste à faire. J'espère qu'il y a des jeunes étudiants en histoire qui pourront s'en emparer, parce qu'on est encore dans un... Oui, il y a encore du travail à faire, notamment avec les historiens français, je pense. De toute façon, le viol, dans ces années-là, quand on voit aujourd'hui encore qu'il n'y a pas de jugement pour les affaires, quand il y a des plaintes, il y a très peu de jugement, alors à ce moment-là, dire que sa fille a été violée, c'est la violer une deuxième fois, parce que tout le monde va savoir, et c'est une fille perdue, et puis finalement, hein, elle l'a bien cherché. C'est ça qui fait que les familles aussi se cachaient. Quoi. Absolument, absolument. Les viols étaient très peu dénoncés. Et il y avait, d'une certaine manière, il y en avait plus à perdre en termes de réputation, en termes de relations au sein de la communauté, etc. Donc c'était très peu dénoncé. C'est pour ça que je dis que le nombre est difficile à évaluer, que les historiens américains les évaluent comme ça en mettant des coefficients un peu multiplicateurs, parce que on peut sans doute estimer que pour un viol dénoncé, il y a peut-être 10 viols ou 15 qui ont été commis. Voilà. Dans toute la campagne. Et particulièrement dans les campagnes, il y a un contrôle social, il y a la religion, etc. Non, il y a une dernière question, j'aimerais bien qu'on continue, on termine avec cette question. Oui, vous avez déjà pratiquement répondu. Ma question était que faisait la police française? Est-ce qu'elle intervenait auprès des Américains? Oui, c'est une bonne question. Non, les Américains avaient vraiment la main. Que ce soit sur la police ou sur la justice, il était hors de question que les policiers français s'interposent ou aillent arrêter un soldat américain, etc. C'était vraiment une période où la France est quand même bien désorganisée, où la gendarmerie est bien désorganisée. Voilà, et c'est un moment où c'est les Américains qui gouvernent, entre guillemets, enfin en tout cas qui font la police et la justice, au moins concernant leurs soldats, quoi. Donc dans certains cas, quand les viols ont dégénéré en meurtre, j'ai envie de dire, quand les viols sont associés à des meurtres, il y a souvent des rapports de gendarmerie, mais il n'y a pas de poursuite entreprise par la police ou la gendarmerie française. Juste avant de terminer, je voulais aussi, je crois, juste préciser qu'il me semble que les archives judiciaires liées à la Seconde Guerre mondiale, à la fin justement, à l'épuration, etc., n'ont été ouvertes que sous le gouvernement de François Hollande en 2015.
Et en tout cas, on disait que les historiens n'avaient pas beaucoup forcément pu travailler sur l'ensemble des archives, et c'est aussi parce qu'elles ne sont pas disponibles depuis... elles ne sont pas ouvertes depuis si longtemps que cela. Un peu moins de 10 ans, je pense. Oui. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas depuis très très longtemps. Ça explique peut-être aussi... Aussi, oui. Non, aussi. La dénonciation de la Shoah, de toute façon, c'est les années 70. C'est très tardif. C'est tardif, oui. Très tardif. Tout à fait. Hein. Les livres qu'Hitler ne connaît pas, c'est les années 70. Oui. Puis jusque dans les années 70, on est dans un discours un peu mythologique, d'une France, tout le monde est résistant, etc. Donc les nuances sont venues petit à petit. Si vous voulez continuer à discuter un petit peu avec Philippe Baron, on va faire une séance de dédicace ici à côté.